Claire Marchal, bonjour. Nous avons le plaisir de vous recevoir dans l'entretien de la vie ouvrière pour échanger autour de votre enquête Le Cube, révélation sur les dérives de l'enseignement supérieur privé, paru en mars. Bonjour. Vous êtes journaliste et réalisatrice de documentaires et vous venez donc de publier une enquête très documentée qui lève le voile sur l'univers et le fonctionnement de Galileo Global Education. Alors, Galileo Global Education, c'est le géant mondial de l'enseignement supérieur privé lucratif. C'est entre 60 et 70 écoles, dont les écoles de théâtre du cours Florent, les écoles de commerce ESG ou les écoles d'art Penningen. C'est une multinationale présente dans une vingtaine de pays, auprès de 300 000 étudiants, et ça représente un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard d'euros. Et donc, comme nous allons le voir, ce mastodonte n'a pas du tout pour objectif la transmission du savoir ou la préparation des élèves à l'obtention de leur diplôme, mais bien uniquement la rentabilité. Alors, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous présenter un petit peu plus en détail Galileo Global Education ? Quand j'ai démarré cette enquête il y a plus de 2 ans maintenant, je me suis intéressée au groupe d'enseignement supérieur privé lucratif en général. Et très rapidement, effectivement, je me suis intéressée à ce groupe-là, Galileo Global Education, puisqu'il est leader et il se dit leader mondial de ce secteur-là. Et moi, je voulais comprendre comment il fonctionnait, pourquoi est-ce qu'il avait connu une croissance aussi importante ces 15 dernières années, et puis quelles étaient les conditions finalement d'enseignement des étudiants et les conditions de travail des salariés à l'intérieur de cette multinationale. Quand on parle de multinationale, effectivement, là, on parle d'un groupe qui est présent dans énormément de pays du monde, qui continue de se développer à l'international, notamment en Afrique de l'Ouest, qui continue de se développer aussi sur le territoire hexagonal avec des antennes d'écoles un peu partout. Vous avez parlé des cours Florent, on peut aussi parler des écoles d'art LISA, des écoles de commerce ESG, qui ont des antennes partout, dans le luxe, le sport, l'immobilier, et puis aussi beaucoup de formations en ligne. Donc en fait, ça touche finalement, ce groupe-là, il va toucher énormément de publics et estudiantins différents, à la fois en formation post-bac et puis aussi en reconversion professionnelle, donc pour des personnes qui sont plus âgées, ce qui lui permet d'augmenter sans cesse finalement ces effectifs étudiants inscrits dans ces écoles. Il faut savoir, pour finir, que Galileo Global Education, comme les autres groupes d'enseignement supérieur privé lucratif majoritaires dans le secteur, ce sont des groupes qui sont détenus par des fonds d'investissement. Quand on parle de Galileo, il s'agit notamment du groupe détenu par la famille Bettencourt, Tethys Invest. Donc c'est des groupes privés à vocation à rentabilité, détenus par des fonds de pension. Qu'il y ait une entreprise privée qui recherche la rentabilité, ça n'a rien d'étonnant en soi. Moi, ce que j'ai pu quand même comprendre au fil de ces 2 ans d'investigation et des centaines d'entretiens que j'ai pu mener, et puis des très importants documents que j'ai pu recueillir aussi, du nombre d'importants documents que j'ai recueillis, c'est que cette poursuite du profit, elle amène à des dérives qui ont des conséquences directes finalement sur la qualité de travail des salariés dans ces écoles et puis sur la qualité de l'enseignement qui est délivré aux étudiants et finalement à l'aboutissement de leur parcours personnel et professionnel à l'issue de leur formation. Oui, vous montrez que Galileo se livre à des techniques très agressives pour recruter toujours plus d'élèves et pour satisfaire en fait les intérêts financiers du groupe. Très rapidement, au début de mon enquête, j'ai recueilli des enregistrements de comités de direction. Et ces enregistrements-là, donc, ce sont des échanges entre les directeurs des différentes écoles du groupe. Et en les écoutant, on comprend que les objectifs principaux qui sont amenés lors de ces réunions hebdomadaires, c'est les chiffres. Combien on a recruté d'étudiants dans notre école et est-ce qu'on est donc dans le vert, ça veut dire que c'est bien, ou dans le rouge, c'est pas bien, en gros. Tout ça, c'est basé sur... ces analyses-là sont basées sur un logiciel qui est partagé entre toutes les écoles du groupe et qui s'appelle Le Cube. C'est pour ça que mon livre s'appelle Le Cube. Moi, je voulais comprendre, du coup, qu'est-ce que c'était Le Cube et puis, en fait, quels étaient les objectifs qui en découlaient. Les objectifs, c'est de recruter des étudiants. Parce que pour faire du bénéfice, il n'y a pas de meilleure manière que de recruter des élèves qui vont financer des années scolaires universitaires entre 6 500 et 10 000 euros. Donc, plus on va avoir d'étudiants, plus on va avoir de frais d'inscription, donc plus on va générer de l'argent. C'est assez schématique, mais c'est quand même comme ça que ça se passe. Résultat, il faut recruter des étudiants pour gonfler les bénéfices du groupe. Et pour ce faire, on va pratiquer certaines méthodes. Donc on va, par exemple, avoir des centrales d'appel avec des commerciaux qui, toute la journée, vont appeler les étudiants,
qu'ils appellent les prospects, donc des clients finalement, pour les encourager à s'inscrire dans les écoles du groupe sur lesquelles ils pourraient être intéressés. Donc ils ont des bases de données de numéros de téléphone laissées par les étudiants sur les sites internet des écoles lorsqu'ils y vont et qu'ils naviguent pour rechercher des infos, quoi. Donc il y a les centrales d'appel, voilà, c'est très utilisé. Il y a aussi les salons étudiants. Et ces écoles-là sont toujours présentes, elles ont des stands. Ces stands sont animés par des étudiants ambassadeurs. Donc ce sont des étudiants qui sont inscrits dans les établissements et à qui on dit viens samedi pour en gros prêcher la bonne parole auprès des futurs bacheliers. Et là, ils vont dire aux élèves, en gros, viens, c'est super, chez nous, c'est pas la fac, donc les conditions d'enseignement sont vraiment géniales. T'as pas à attendre d'être inscrit sur Parcoursup, nous, on n'est pas sur Parcoursup, donc finalement, tu peux t'inscrire dès maintenant. Ça, c'est vraiment très utilisé. On pourra y revenir plus tard. Et puis si tu veux, tu t'inscris maintenant, en fait. Et donc, on encourage les étudiants à payer très, très vite des acomptes, des frais de réservation, selon les écoles et les groupes, mais en tout cas à payer directement pour sécuriser leur place. Et donc, finalement, les étudiants et étudiantes n'ont pas toujours le temps de réfléchir ou de comparer et peuvent s'inscrire très vite dans des écoles sans avoir toutes les informations en main, quoi. Et vous expliquez aussi dans votre enquête que les élèves qui se retrouvent scolarisés dans les écoles de Galiléo sont principalement des élèves issus des classes populaires ou moyennes. Ils représentent une partie assez conséquente des effectifs étudiants. Ce sont, c'est des personnes qui n'ont pas forcément, qui ne roulent pas sur l'or, tout simplement. C'est assez simple. Depuis plusieurs années, il y a Parcoursup. On sait que Parcoursup, ça génère beaucoup d'anxiété chez des étudiants, et notamment chez les étudiants qui ne viennent pas forcément de milieux favorisés, parce que le calendrier est assez, l'attente est longue finalement jusqu'au résultat. On n'est pas sûr d'avoir la formation attendue. Peut-être qu'on peut avoir une formation qui se trouve très loin de chez nous, ça peut générer des coûts, peut-être qu'on peut se retrouver sans rien. Donc Parcoursup génère une certaine angoisse. Par ailleurs, l'université génère aussi une certaine angoisse parce qu'elle est synonyme, en tout cas, comment dire, l'université a mauvaise réputation à certains endroits sur ses qualités d'enseignement, puis sur ses capacités, sur ses qualités de taux d'insertion professionnelle. C'est pas forcément vrai, mais en tout cas, malheureusement, elle a cette réputation-là, l'université publique aujourd'hui en France. Donc pour des étudiants qui se disent qu'ils veulent très vite trouver un emploi, eh bien, l'université va pas forcément être le premier choix. Donc il reste ces écoles-là, ces groupes d'enseignement privé lucratifs, qui eux disent « nous ne sommes pas sur Parcoursup, donc tu peux t'inscrire dès aujourd'hui, sécuriser ta place et tu n'auras pas de problème en juin, donc c'est quand même tout bénef, quoi. En plus, on est à côté de chez toi, pas besoin de déménager. Si tu n'as pas les moyens de payer les 6 500 à 10 000 euros de formation qu'on te propose, c'est pas grave, on a l'apprentissage, tu n'auras pas à débourser un centime. Et donc, qui dit apprentissage, dit insertion professionnelle assez rapide derrière. Donc finalement, tout ça, ça crée, c'est des arguments commerciaux, marketing qui sont très efficaces, sans parler, bien entendu, de l'expérience qu'on promet aussi aux étudiants, de campus super, un peu à l'américaine, ça fait un peu rêver. Et donc pour des étudiants qui n'ont pas les moyens financiers d'aller dans des très grandes écoles ou qui s'auto-limitent à certains endroits aussi par plein de barrières sociales et économiques à aller dans certaines grandes écoles, et ben, il reste ces établissements-là qui leur ouvrent grand les bras finalement. On reviendra un plus tard sur l'apprentissage, mais dans un premier temps, je voudrais que vous nous décriviez comment ça se passe lorsque une école est rachetée par la multinationale. La multinationale Galiléo Global Education, comme d'autres multinationales du secteur de l'enseignement privé lucratif, fonctionnent par acquisition d'établissements qui existaient déjà. Dans le cadre de Galiléo, groupe sur lequel je me suis principalement penchée, le groupe rachète beaucoup d'écoles qui sont des belles marques, notamment des écoles d'art, de jeux vidéo, de mode. Donc c'est des écoles qui ont pignon sur rue, qui existent depuis longtemps, qui ont des bonnes réputations. Ça leur permet de récupérer finalement tout le contexte communicationnel qui entoure, et puis les équipes aussi qui sont membres de ces écoles. Finalement, ce qu'on observe, ce que les directeurs d'école, les responsables pédagogiques, les salariés finalement de ces établissements me disent, c'est qu'assez rapidement, après l'arrivée de ces groupes-là, commence un changement d'organisation. Donc, c'est-à-dire que le budget découle
du groupe. Il faut respecter donc des budgets, donc potentiellement diminuer les nombres d'heures de cours par semaine, diminuer le nombre d'heures de cours, augmenter les effectifs étudiants, bien entendu, dans les classes, augmenter le nombre de classes, changer peu à peu les statuts aussi des professeurs. On va avoir globalement moins de personnes en CDI et plus de personnes en CDD, des freelances, des intervenants professionnels extérieurs à l'école, du matériel du coup qui n'a pas forcément été toujours renouvelé, donc une optimisation des frais pédagogiques, et à terme, ce sont les conditions d'enseignement qui se détériorent. Et ça, c'est quelque chose qui a une conséquence pour les étudiants, hein, c'est que c'est leur apprentissage finalement au sein de l'école qui en pâtit. Et puis, du point de vue de l'école, c'est la réputation de l'école aussi qui en pâtit. Moi, j'ai eu des étudiants, des salariés de l'école Bellecour, par exemple, à Lyon, qui est une école qui avait une excellente réputation. Et dans le milieu professionnel, aujourd'hui, tout se constate que ce n'est pas forcément autant le cas qu'avant, justement, à cause de ces diminutions budgétaires à l'intérieur de l'établissement, voulues par les décisions du siège, finalement. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur les conditions de travail à l'intérieur de ces écoles? Comment ça se passe? Moi, les directeurs avec lesquels je me suis entretenue et les salariés du groupe, ils me témoignent quand même d'une certaine détresse parce que il y a une pression qui est exercée sur leurs épaules du fait des objectifs qu'ils ont à remplir, hein, donc la satisfaction des étudiants, l'augmentation des effectifs du groupe, la rentabilité du groupe. Et donc tout ça, ça génère de l'angoisse, de l'anxiété. Et puis, c'est pas forcément eux la raison pour laquelle ils ont intégré les écoles en premier lieu. C'est parce que pour beaucoup, ils me disent, voilà, on voulait transmettre du savoir, aider des étudiants à s'épanouir personnellement et professionnellement. Le fait est que les conditions dans lesquelles ils se trouvent, de devoir remplir les classes, diminuer les nombres d'heures de cours, changer le statut des professeurs, etc., peu à peu, fait qu'ils se rendent bien compte qu'à un moment, il y a un blocage. Les deux, c'est pas forcément... c'est pas cohérent pour eux, en tout cas, ce qu'ils me disent. Et donc, ça peut générer beaucoup de mal-être. Moi, j'ai échangé avec des directeurs, je pense notamment à un directeur d'une école de santé dans l'Est de la France, qui, lui, a fait une profonde dépression, hein, ça peut aller loin. Hein. On parle de pensée suicidaire, on parle de... Enfin, voilà, c'est d'états de détresse psychologique très, très, très importantes. Et c'est pas le seul. Je pense aussi à des commerciaux du groupe qui travaillent notamment sur les plateformes d'appel de Studi, qui est l'école en ligne qui se trouve dans le sud de la France. Ces plateformes-là, les commerciaux, ils ont des objectifs extrêmement importants à remplir pour certains, et ça peut générer aussi des problèmes sur leur santé physique et mentale. Donc ça, c'est quelque chose que j'entends beaucoup, que j'ai entendu beaucoup parmi les dizaines et dizaines de salariés du groupe avec lesquels je me suis entretenue, et qui posent question finalement sur la manière dont les objectifs de rentabilité de ces grands groupes peuvent fonctionner en adéquation finalement avec la santé mentale des salariés et la qualité des conditions de travail dans ces établissements en général. Hein. Ça dépasse bien entendu Galileo Global Education, c'est quelque chose que j'ai eu à connaître et à constater dans l'ensemble du secteur. Oui, et vous parlez par ailleurs dans le livre du cas d'une salariée qui a alerté sur la détresse en fait des élèves et qui par ailleurs s'est fait licencier par sa hiérarchie. Je ne sais plus dans quelle école c'était, mais... Alors c'est d'une manière assez générale, hein, on remarque que les salariés ou les professeurs qui prennent la parole, on n'a pas forcément toujours envie de les écouter à l'intérieur des écoles. Ça ne veut pas dire que c'est une direction formelle, bien entendu, du siège du groupe, de dire, en gros, pas de vague, etc. C'est pas du tout ça. C'est plutôt que personne, finalement, a d'intérêt dans toute cette chaîne de fonctionnement que sont ces établissements-là, à ce qu'il y ait une mauvaise réputation autour de l'établissement, à ce que les élèves ne soient pas contents, puisque les étudiants, ce sont des clients qui payent et qui, après, mettent des commentaires en ligne, et puis il faut recruter d'autres étudiants. Donc, de manière assez générale, pour ces écoles d'enseignement supérieur privé lucratif, il n'y a pas de réel intérêt à faire savoir, à faire connaître des enjeux internes dans les écoles. Ça ne veut pas dire que dans les établissements, bien entendu, il n'y ait pas tout un panel de personnes, de salariés, d'intervenants, qui n'aient pas envie que les choses changent. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y en a certains qui m'ont parlé, parce qu'ils ont envie que ces choses-là évoluent positivement. Mais c'est très compliqué à mettre en œuvre finalement quand derrière il y a des objectifs de rentabilité et puis une image de marque à conserver.
il y a un autre point sur lequel je voudrais qu'on échange, c'est les aides publiques. Alors, l'enseignement supérieur privé lucratif est gavé d'aides publiques et ce n'est pas propre à Galileo. Mais Galileo, pour l'apprentissage, aurait par exemple touché 130 millions d'euros en 2022. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, s'il vous plaît, comment Galileo a réussi à mettre la main sur le pactole de l'apprentissage? L'État a, en 2018, déréglementé, facilité finalement le développement des contrats d'apprentissage de manière tout à fait assumée, délibérée. L'objectif assumé du gouvernement en 2018, c'était d'ouvrir, de développer de manière assez phénoménale finalement les contrats d'apprentissage. Et donc pour ce faire, de permettre aussi à des écoles d'enseignement supérieur privé de bénéficier de ces fonds-là. Pour revenir à ce qui s'est produit en 2018, c'est à l'époque Muriel Pénicaud qui était ministre du Travail et qui donc développe les contrats, qui veut développer les contrats en apprentissage avec un objectif, c'est à terme 1 million de contrats signés en France au bout de quelques années, quoi. Ça a été fait d'ailleurs, on a maintenant plus d'1 million de contrats d'apprentissage signés. Et donc pour ce faire, on a ouvert les vannes financières et permis à l'enseignement supérieur de développer ces contrats-là. Donc pour les écoles d'enseignement supérieur privées notamment, comme public aussi, mais privé notamment, ça a permis de développer en bachelor et en master énormément de formations en apprentissage. Ce qui est très avantageux pour les écoles, mais aussi pour les étudiants d'une certaine manière, c'est que c'est l'argent de l'État qui va financer les formations. Donc l'étudiant qui n'a pas envie de payer sa formation 6 500, 10 000 euros parce qu'il ne veut pas, ou surtout parce qu'il ne peut pas, en s'inscrivant dans un établissement d'apprentissage, il ne va pas débourser le moindre centime. Ce n'est pas que la formation est gratuite, c'est que c'est l'État qui va la financer directement à l'école. Donc ça permet à l'école de recruter finalement beaucoup plus d'étudiants dans le cadre de ces formations-là, sans avoir à leur demander de payer. La dernière chose aussi qui est assez avantageuse pour les écoles dans l'apprentissage, c'est que ça fait beaucoup plus d'étudiants en plus inscrits, mais des étudiants qui ne sont pas présents dans l'école, qui sont en entreprise en train de travailler. Donc en fait, ça permet d'avoir un nombre d'étudiants supérieur à la capacité d'accueil effective des écoles, puisque les étudiants ne sont pas présents dans l'établissement. Donc c'est vraiment pour ces établissements-là un super moyen d'augmenter les effectifs des écoles tout en bénéficiant de l'argent public. Et alors, même question pour le CPF. Est-ce que vous pouvez expliquer comment la libéralisation du CPF, donc également organisée par la loi de 2018, loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, défendue par l'ancienne ministre du Travail, Muriel Pénicaud, comment est-ce que ça a bénéficié finalement à la croissance de Galileo ? Galileo, comme je le disais un peu plus tôt, eux, ils sont développés sur les formations post-bac et aussi sur la formation professionnelle, la reconversion professionnelle. Et donc, finalement, on peut s'inscrire dans les établissements de Galileo, selon les établissements, à peu près à toutes les étapes de sa vie. C'est un peu ça, en tout cas en post-bac. Donc, il y a l'apprentissage pour jusqu'à 30 ans, en gros. Pour faire simple. Et puis, il y a, après, pour tous ceux qui veulent faire des reconversions, il y a le CPF avec des formations courtes. C'est-à-dire qu'en 6 à 10 mois, on peut faire des formations 100% en ligne qui vont permettre d'avoir les mêmes certifications professionnelles que si on avait fait 5 ans ou 4 ans d'études dans les écoles. Sauf que là, tout est en ligne et en version beaucoup plus condensée, beaucoup plus courte. Donc ça a permis le CPF à tout un panel de nouvelles formations de se développer. Donc c'est des écoles en ligne pour Galileo comme pour d'autres groupes privés. Et ça rapporte beaucoup parce que là, pour le coup, c'est au lieu de faire une formation, 10 000 euros sur 3 ans, là, ça va être 4 000 euros d'un coup. Sur le CPF, sur son compte personnel de formation, si on a 3 000 à 4 000 euros, on peut se faire 100% financer par le CPF sa formation. Puis là, il y a aussi eu, donc il y a le CPF. Et puis, il y a aussi eu des partenariats avec France Travail, des appels d'offres, des lots d'appels d'offres qui ont été remportés pour développer des formations à destination de personnes qui sont inscrites à France Travail, en partenariat avec les régions aussi. Donc, en fait, on voit qu'il y a quand même tout un faisceau, finalement, de typologies de financement public organisés et qui permettent à des établissements privés lucratifs de prendre de la place sur le marché de la formation via les deniers publics. Et par ailleurs, à la fin de votre ouvrage, vous détaillez les nombreuses connexions entre Galileo et les élites politiques françaises. Alors, est-ce que vous pouvez revenir un peu dessus, s'il vous plaît ?
J'ai cité tout à l'heure Muriel Pénicaud, qui était ministre du Travail en 2018 et qui a porté la loi Avenir professionnel, comme on dit, la loi qui a permis à l'apprentissage de se développer massivement dans l'enseignement supérieur privé lucratif notamment. Il se trouve que Muriel Pénicaud, depuis, elle a intégré Galileo Global Education. Elle est au conseil d'administration de la multinationale. C'est pas la seule ancienne haut fonctionnaire à avoir intégré cette multinationale. Je peux parler aussi de Martin Hirsch, qui est au Conseil d'État. Lui, il est resté jusqu'à l'année dernière vice-président monde du groupe. Lui, il a été, avant ça, directeur des AP-HP, des hôpitaux de Paris. Et puis, il a été haut fonctionnaire aux Solidarités sous Sarkozy. Donc voilà, en tout cas, il a occupé des postes à grande responsabilité dans un gouvernement. Et puis, il y a eu Guillaume Pépi aussi. Lui, il est au conseil de surveillance de l'école l'EM Lyon, qui est aussi membre d'une école de Galileo Global Education. Guillaume Pépi, qui était patron de la SNCF. Donc oui, on peut aussi parler de Benoît Ribado-Djima, qui lui était directeur de cabinet d'Édouard Philippe lorsqu'il était à Matignon et qui lui aussi est passé par Galileo Global Education après. Donc en fait, on observe qu'il y a une grande porosité entre le milieu politique et le milieu privé. Alors, on parle de l'enseignement supérieur privé, bien entendu, ce n'est pas uniquement dans l'enseignement supérieur privé. Mais c'est sûr que ça pose question finalement. Alors là, il n'y a pas de conflit d'intérêts avéré, bien entendu. Tout ça, ça a été observé par les hautes autorités à la transparence de la vie publique. Mais il n'empêche que ça pose question quand on voit que une ancienne ministre du Travail qui a porté la loi, qui a déréglementé, ouvert les vannes de l'argent de l'apprentissage, est aujourd'hui conseil d'administration de la multinationale qui peut en bénéficier en partie. Donc c'est autant de choses qui interrogent notamment les familles avec lesquelles je me suis entretenue lorsqu'elles voient, dans quelles conditions leurs enfants évoluent dans ces écoles. Alors, suite à l'apparition de votre livre, Marc-François Mignot-Mahon, donc le PDG de Galileo Global Education, a été convoqué par les ministres de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, donc Elisabeth Borne et Philippe Baptiste. Alors, est-ce que vous savez ce qu'il est ressorti de cette audition? Et ensuite, savez-vous s'il est prévu une quelconque régulation de l'enseignement privé supérieur lucratif? Alors moi, j'ignore ce qui s'est dit lors de cette rencontre. C'est sûr qu'il y a eu très rapidement, après la parution du livre, une prise de parole médiatique, politique et sociale aussi dans les écoles. J'ai vu ça, pas mal d'étudiants qui ont pris la parole, des réactions pour dire qu'il fallait finalement une régulation, il fallait quelque chose qui se passe. Donc il y a eu cette convocation, suite à laquelle le gouvernement a annoncé le lancement à venir d'une inspection interministérielle pour comprendre justement quels étaient les enjeux du secteur, des enjeux de transparence dans le secteur de l'enseignement supérieur lucratif. Depuis, il y a eu un peu de mouvement. On sait qu'il y a eu 2 propositions de loi qui ont été déposées par Emmanuel Grégoire et Jean Lossuc, respectivement, pour une meilleure régulation de l'enseignement supérieur privé. Il y a eu Philippe Baptiste qui, depuis, s'est exprimé en disant qu'il était effectivement nécessaire qu'il y ait une régulation. Il y a des discussions qui doivent venir ces prochaines semaines, éventuellement des projets à venir à la rentrée de septembre. Donc voilà, il y a des discussions politiques, en tout cas actuelles, à l'Assemblée, au Sénat, au gouvernement, pour une meilleure régulation de l'enseignement supérieur privé sur des enjeux tels que le droit à la consommation ou sur les dotations publiques de l'apprentissage, par exemple. Donc il y a des choses qui se passent. Après, on verra ce vers quoi ça aboutira. Puis la dernière chose, moi, que j'ai observée par ailleurs et qui me semble très importante à préciser, c'est donc il y a l'action politique, puis il y a aussi les actions étudiantes. Des étudiants qui, pour beaucoup, avaient peur de prendre la parole. Lorsque moi j'ai travaillé donc, sur cette enquête, ça a duré 2 ans, j'ai échangé avec des dizaines et des dizaines d'étudiants. Et pour beaucoup, témoigner, c'est très compliqué parce que c'est leur carte de visite, leurs futures écoles, leurs écoles, leurs futurs diplômes. Donc pour beaucoup, c'est compliqué de se dire je vais m'exposer et puis en fait, mon nom sera entaché par rapport à cette formation, etc. En fait, ça a changé depuis. Je remarque qu'il y a de plus en plus d'étudiants qui parlent. Donc ça, c'est aussi très important. Ça montre qu'il y a une volonté finalement commune d'agir, de se dire que c'est possible d'agir pour une plus grande transparence dans le secteur en général. Merci Claire Marchal. Merci beaucoup.